Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 48e épisode numéro 47. Nous sommes le 9 juin et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous, que faites-vous dans votre vie? Bonjour, chez Clever Cloud, je suis CEO et j'ai le plaisir d'annoncer aux auditeurs que, après de moultes plaintes sur la qualité de son, il a été décidé de m'équiper de cette espèce de bidule qui a un look ultra futuriste. Mais voilà, du coup, normalement, qualité de son meilleure sur cet épisode. Donc, la petite loupiote rouge est vraiment très très qualitative. Ah ouais, la loupiote rouge, elle est extrêmement kikou. Par contre, ce qui est sympa, au global, c'est cette idée de on-off juste en tapant dessus avec la loupiote qui te le dit. Et donc nous sommes aussi accompagnés de Gaël Rérol. Gaël, bonjour. Bonjour, moi c'est Gaël, je suis développeur chez Clever, majoritairement au support technique, donc vous allez me retrouver là-bas sur le support, et puis sinon sur la doc, et puis divers petits trucs en interne, voilà. Et je suis arrivé il y a pas très longtemps, enfin un peu plus de 3 mois, donc voilà, c'est tout frais, tout neuf. Et Gaël roll et il re-roll, il roule. Et Alors là, si tu savais combien de fois on me l'a faite celle-là. Surtout dans World of Warcraft. T'as fait un reroll, hein? Oh non. Et nous avons aussi un très fameux invité, Guillaume Chebel. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors donc moi c'est Guillaume Chebel, chez Clever Cloud, je ne fais rien en fait, parce que j'y travaille pas. Donc ceci explique cela. Je suis Principal Engineer chez Expedia Group, où je fais plutôt de l'API et de l'architecture de plateforme. Voilà. Ok. Alors, sans plus de transition, commençons à parler un peu de ce qui se passe dans le monde. Et le premier lien, c'est un thread qui parle du financement de Wikimedia, suite apparemment à un article sur le Daily Dot, où il est apparu qu'en fait, Wikimedia qui met des grands bandeaux sur Wikipédia pour dire ah attention, on manque d'argent, c'est le bazar, on va tous crever. En fait, ils ont vraiment beaucoup de cash d'avance et se paient des salaires qui sont très raisonnables. Donc ça a fait beaucoup de débats. Il y a aussi 2-3 trucs qui sont sortis, donc des choses assez fréquentes, par exemple que on peut demander, Wikipédia demande aux gens de les mentionner dans leur testament pour qu'une partie de leurs assets puisse être transférée. Ce qui se fait apparemment beaucoup sur les non-profits. Ouais. Donc les grosses fondations en général, c'est les grosses fondations américaines. T'en as un certain nombre, c'est des gens très riches qui en fait lèguent pas seulement leur argent, mais des fois leurs actions dans des boîtes, tu vois, qui rapportent de l'argent au quotidien, dans des structures pour que la structure après ait une mission, si tu veux, dans le temps. Donc t'as la Rockefeller Foundation, la fondation qui à une époque filait de l'argent au Startup Weekend, c'était un entrepreneur américain qui était devenu très riche, qui avait largué en fait sa boîte dans une fondation. En fait, la boîte crachait de la thune, ça donnait de l'argent à la fondation, dont le but était de promouvoir l'entrepreneuriat. Voilà. Ok. C'est vrai que moi, avec les bandeaux, je me suis déjà laissé amadouer, on va dire. Enfin, j'ai déjà fait des petits dons en me disant enfin, c'est Wikipédia quand même. Allez, je peux bien donner 10 balles. Mais c'est vrai que derrière, après, est-ce qu'il y a vraiment un souci avec le fait que les gens soient rémunérés des 1000 et des 100? Mais derrière, enfin, c'est vrai que la teneur de la bannière pour dire alerte, on est en danger, enfin, moi, ça joue vachement sur l'affect en me disant Wikipédia, c'est important. Ok, je vais filer un petit peu et que derrière, en fait, ce soit pas vrai. C'est vrai que c'est pas le truc le plus cool qu'on puisse voir a posteriori, quoi. En tout cas, s'en rendre compte. Est-ce qu'on sait si Wikimedia a réagi à... oui, ils ont réagi, notamment, ils sont même allés poster sur Hacker News. Je retrouve les liens, mais globalement, c'était un peu du corporate speak, noyer un peu le poisson, de dire que s'ils ont discuté avec les gens pour montrer que si c'était acceptable qu'ils fassent des demandes comme ça d'argent, et notamment c'était par rapport à l'Inde, où ils ont fait un forcing sur les messages de demande de donation en Inde. Et vraiment, les réactions que j'ai vues, c'était pas tant sur le fait que Wikimedia ait beaucoup d'argent,
même c'est plutôt rassurant que non-profit comme ça ait suffisamment d'argent d'avance pour tenir un certain nombre d'années. C'est sur effectivement le message, l'urgence qui est là. Et parce que ça surprend, ça te donne l'impression qu'ils sont aux abois, alors qu'en fait non, c'est tranquille. Ouais. Et dans les discussions, je voyais aussi quelqu'un qui sortait donc un site qui s'appelle Charity Navigator. Non, en vrai, c'est quand même un peu la même pratique que les mecs qui te harcèlent dans la rue, tu vois, avec une parka orange, tu vois. C'est la version web de ça, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, après, il y a l'utilité. Ouais. C'est Wikimedia qui le fait de manière passive sur leur propre site quand il va. Vu leur utilité, c'est une chose. Quand c'est le mec dont tu t'occupes pas, qui vient dans la rue, qui fait hey, j'ai besoin de pognon pour les chats du quartier. Non pas que les chats du quartier soient pas importants, je ne dis pas ça. C'est un peu moins passif. Ah non, mais note que souvent les gens collectent de l'argent pour des bonnes causes et sur lesquelles je suis d'accord. Hein, c'est juste la méthodologie marketing qui me fatigue, tu vois. Ouais. J'ai pas dit qu'il fallait pas soutenir les Avengers. Hein. Je serais mal placé pour dire ça. Et on m'a même donné beaucoup dans le non-profit ces derniers temps. Il y a un truc qui était à noter, c'est quelqu'un qui sortait un site qui s'appelle Charity Navigator, qui en gros mesure l'efficacité des non-profits. En fait, c'est dans l'argent qu'on met dedans, combien va où, combien va dans quelle partie. Et par exemple, sur Wikimedia, tu as 74% de l'argent qui part dans vraiment le travail Wikimedia, 13% dans l'administratif et 12% dans en fait le financement, le fundraising. Alors que, en comparaison, à côté, il y avait Internet Archive où il y avait 88% qui part dans le boulot lui-même et en fait très peu dans le fundraising. Et c'est ça, c'est que non seulement ils ont juste le bandeau là qui va rapporter pas mal, mais ils ont pas mal de gens qui sont payés cher à travailler activement, à ramener encore plus d'argent. Donc c'est plein de petites surprises, de trucs où les gens se disent tout d'un coup c'est c'est comme ça, d'accord, bon. Après, je vais être franc, moi, sur un autre sujet, en ce moment, on parle de monter une fondation. Le fundraising de la fondation est un énorme boulot en soi. Et voilà, c'est long et compliqué. Et voilà. Après, si ceux qui sont chargés de faire du fundraising sont payés cher et vu le cash flow qu'ils ont, a priori, c'est qu'ils font bien leur boulot aussi. C'est pas faux. Donc, s'ils n'étaient pas là, s'ils n'étaient pas payés à ce niveau-là, sûrement que les chiffres seraient très différents. Clairement. Est-ce que je propose de passer au lien suivant qui nous parle du pass sanitaire? C'est un lien de Quentin. Quentin, est-ce que tu nous parlais du pass sanitaire? Tout à fait. Alors, en fait, c'est une enquête de Next Impact qui reprend en fait les questions qui sont sur le pass sanitaire, où est-ce qu'on en est en termes d'exposition de la donnée médicale à l'extérieur. Alors là, l'idée n'est pas du tout de critiquer la fonction du pass sanitaire, c'est pas ni de notre sort ni de mon enjeu, mais c'est dans son implémentation. La CNIL a été elle n'était pas nécessairement hyper emballée par l'implémentation et dans ses recommandations, elle a fait un certain nombre de recommandations. Je rappelle qu'il y a quand même cette volonté de tout coller dans tous anti-Covid, alors que on peut pas demander à tous les citoyens de télécharger une application. Enfin, ce serait pas légal en fait. Il faut nécessairement que le pass est un autre moyen que t'obliger à télécharger une application, surtout une application qui joue avec le Bluetooth. Enfin, il faut nécessairement qu'il y ait une option PDF, quoi. Donc ça, c'était la première chose. Et en fait, le data marker, le data matrix et le QR code en fait du pass, pour l'instant, contient des informations où j'avoue que je suis un peu, je me pose des questions assez fortes, quoi, parce que il y a le nom de famille des gens, leur prénom, leur date de naissance. Donc ça, c'est quand même une information très identifiante, quoi. Et après, vous avez la marque du vaccin qui a été utilisée sur vous, à quelle date, les dates de première injection, de deuxième injection, quel vaccin vous avez reçu à quel moment, puis le saut d'authenticité. Et moi, je suis un peu
est-ce qu'on pouvait pas se débrouiller pour donner une clé de vérification qui dit que cette personne-là est acceptable d'un point de vue sanitaire, sans nécessairement donner ces informations-là, voilà. Je suis pas, c'est un peu la question, quoi. Bah, je dirais la question est toute faite. Moi, ça me rappelle un papier intéressant que j'avais vu sur ce genre de cas, qui était pour la marijuana médicinale. C'était un système de cartes qui existait pour pouvoir prouver que ton médecin avait bien dit que tu as le droit d'en avoir, sans révéler tellement plus d'infos aux vendeurs en face de toi. Et du coup, tu avais bon, deux, trois manips crypto, mais en fait, tu avais une carte qui te donnait très 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 peu d'infos. À part, bah, je crois que tu avais un cas où tu pouvais avoir quand même nom prénom parce que voilà, pour d'autres raisons. Mais enfin, il y avait moyen de limiter ce genre d'informations parce que le moment où tu vas présenter ton pass pour aller, je sais pas, dans un resto ou autre, bah tout ça, ils ont pas forcément besoin de le savoir. Ils ont juste besoin de savoir que t'es vacciné, quoi. Ah non, Le problème, c'est pas forcément la présentation au resto, c'est quand les codes vont être scannés, si tu prends par exemple le QR code qui a toutes ces infos, que fait l'appli qui va scanner ton QR code? Si c'est une appli il y a plein d'applis QR code avec des pubs, machin, donc ça va récupérer les infos, les liens, etc. Et après, ça va faire de la revente. Donc c'est comme tous ces genres d'implémentation, ça part toujours d'un bon sentiment et par défaut, je vois pas de malice de la part des développeurs qui ont fait ça. C'est juste toujours les implications de ce genre d'éléments. Et oui, ça va être plus simple de dire, ben, Quentin a été vacciné une fois, deux fois, machin. Et là, ça évite de faire des appels serveurs, de machin comme ça, plutôt que de mettre juste un simple identifiant. Et ça voudrait dire beaucoup plus de détails côté et de travail côté serveur. Mais les conséquences, c'est-à-dire exposer des données personnelles, voire médicales, qui par la suite peuvent être facilement accessibles et dans ce cas-là revendus, etc. Et c'est là que touche le problème. Bah puis, est-ce qu'on connaît les obligations de vérification, c'est-à-dire quand à un moment donné, on devra se présenter avec un pass, finalement, quelles informations doivent être vérifiées, quoi, enfin, d'inclure tout ça, enfin, est-ce que c'était vraiment utile de toute façon, au final? Bon, ça apporte des informations complémentaires de savoir quand est-ce que tu t'es fait vacciner, mais fondamentalement, si t'es vacciné, tu l'es, peu importe le moment, enfin, je trouve ça. Ça peut être intéressant d'avoir la date et le nombre de doses, mais Ouais, date et nombre de doses, ça va jouer sur l'efficacité du vaccin. Genre, les vaccins sont effectifs à jour plus 10, à pleine puissance. Et fonction du nombre de doses, c'est là où, par exemple, quand tu veux voyager entre les pays, ce qui va se passer sûrement beaucoup cet été, si tu as une seule dose, bah, tu pourras pas voyager. Il faut avoir les 2 doses et être pleinement vacciné. Donc, ça veut dire date plus 10. Mais on te donne le pass sanitaire au bout d'une dose? Enfin, on peut te le donner au bout d'une dose? Oui, parce que c'est pas que pour le vaccin. Ah oui, tu peux c'est du test PCR ou du test antigénique de mémoire. Ok. Parce que sinon, ça obligerait tout le monde à être vacciné. Alors qu'il faut que tu prouves que tu sois pas positif. Ça, j'ai zappé Ouais, ça. en fait, puis si tu veux, si tu l'as eu et que tu as une dose, c'est bon, tu vois. Puis ça dépend des vaccins, etc. Mais je pense quand même qu'il aurait pu être pertinent de mettre moins de data médicale dans le tas, quoi. Ouais, puis surtout, finalement, un serveur central, genre le truc te file un ID, puis t'interroges le serveur pour qui te dit la personne est safe ou pas. C'est ce qui permettrait d'avoir une réponse qui est adaptée selon les dernières infos sur tel ou tel vaccin qui marche comment, etc. Et de limiter par le consommateur d'infos, genre tiens, telle application on peut lui donner le nom prénom, telle autre on lui donne juste si c'est ok, quoi. C'est là où finalement un serveur central ça aurait fait le taf, quoi. Mais bon, c'est dommage parce que c'est un des rares cas où ils ont essayé de décentraliser un truc. Mais bon. Voilà. Et du coup, transition qui n'a rien à voir, à part peut-être le site de lien, c'est toujours sur Next Impact. La redevance copie privée qui va se doubler. Moi, c'est un sujet que je trouve vraiment marrant parce que c'est vraiment... on a eu tous les messages larmoyants là-dessus. Tiens, Gaël, si tu veux nous parler un petit peu de ça, du coup. C'est vrai qu'on a eu tout type de revendications autour de cette mesure qui, à mon avis, va quand même être votée. Enfin, je sais pas, c'est vrai que je me suis pas tenu au courant où en étaient les débats
par rapport à ça. Mais en tout cas, on a eu un bon paquet de boutiques qui font de la vente de reconditionnés, enfin de matériel reconditionné, qui ont quand même un peu peut-être tapé du poing sur la table en disant mais attendez, enfin c'est un non-sens. Enfin ça a déjà été touché une fois. Enfin il y a aucune raison à ça. Et derrière un lobbying très fort des ayants droit et qui aussi avaient leur justification. Après, on est d'accord ou pas. Moi, c'est vrai que je trouve ça un peu difficile à avaler. Enfin, sachant que il y a déjà un beau pactole entre guillemets avec la redevance sur le matériel neuf. Alors sur de l'occasion. Enfin, en fait, c'est juste pour avoir. Ouais, puis j'ai envie. Moi, je pose une question en plus, Gal. Comment? Tu stockes beaucoup de films, toi, sur tes disques durs? Ou tu stockes beaucoup de sons sur Non, tes mais disques c'est durs? ça. Enfin, moi, je veux dire, j'ai un abonnement à des services de streaming Mais oui, aujourd'hui mais sur c'est tous ces ça en trucs-là. plus. Ouais. Non, j'en stocke Et pas. donc, en fait, moi, que je me fasse taxer la totalité de mes devices sur un sujet qui date de la cassette audio, enfin, je trouve que ça n'a aucun sens. Et alors, retaxer la revente en circuit Argus, qui en plus est quelque chose de vertueux d'un point de vue environnemental, là, j'avoue que je comprends plus du tout. Là. Faut avouer que c'est raide quand même. Hein. Bah ouais. Et puis après, je vais caler le troll dans la place. Après, il faut supprimer ses mails parce que ça consomme. Enfin, bref, pardon. Mais non, tu les stocks sur disque dur. Sur le disque dur que t'as acheté, que t'as payé 2 fois plus cher. Voilà. Ouais. Ah bah là, comme ça, c'est très bien. Ce qu'il fallait noter, c'était quand même terrible, le nombre de trucs sur lesquels on peut nous faire payer, parce que la copie privée, t'avais aussi un côté, mais les gens qui piratent, etc., BitTorrent, tout ça, donc il faut qu'on a un manque à gagner dessus, donc il faut qu'on le récupère, paf, on va le récupérer sur tous les disques durs. Alors déjà, c'était la merde d'un point de vue achat de disques durs pro, parce que la procédure pour aller se faire rembourser les quelques euros était impossible à suivre. Mais en plus, donc voilà, imagine, tu télécharges un film, tu te fais gauler, donc t'auras payé pour ton disque, t'auras payé ton amende Adopi, t'auras payé à la revente du disque, le machin, enfin, genre, tu payes partout, tout le temps. Ouais. Et tout ça pour derrière que ça tombe dans un réseau de groupements d'intermédiaires qui ponctionnent tous leurs petits trucs avant qu'éventuellement ça aille à un artiste, quoi. Ouais, enfin, ça, c'est un autre sujet, c'est l'efficacité fiscale, où, en fait, il y a un certain nombre de taxes aujourd'hui, elles ont un problème d'efficacité du coût de la collecte par rapport à leur effet réel et supposé. Et c'est surtout quand tu crées des taxes que tu targetes sur des trucs très spécifiques qui ensuite se font dévoyer dans le temps. Et là, moi, je me souviens de l'explication sur la copie privée en disant, mais la taxe sur la copie privée va financer les festivals. C'est là, genre, mais comment on en est arrivé à cette conclusion? Enfin, est-ce qu'on peut pas simplifier? Voilà, d'un point de vue, voilà, je parle d'un point de vue chef d'entreprise. En vrai, c'est quand même tellement pénible de faire les comptes en France. Enfin, genre, vous voulez pas essayer de... Moi, je m'en tamponne qu'on augmente légèrement le pourcentage, mais on supprime tout le reste et on gagne du temps. Et, et voilà, enfin, moi, c'est le choc de simplification, dirons-nous, hein. Ouais. Mais bon, la redondance sur le conditionné, moi, je comprends pas. Mais, pour moi, c'est une erreur politique. Mais bon. Ouais, bientôt, ils vont demander à aller regarder un peu ce qui se passe sur tous les devices de tout le monde pour savoir exactement ce qu'on écoute, tout ça et tout, pour pouvoir vraiment taxer en live, en plus de ce qu'ils taxent sur le streaming. Ouais. J'espère pas. Ouais. En parlant de mettre ses gros doigts dans la donnée, vous voyez la transition à la truelle. Donc, il paraît que dans les conditions d'utilisation d'AWS, leurs outils d'intelligence artificielle peuvent partager des datasets hors des régions AWS dans lesquelles ils étaient stockés, donc possiblement avec d'autres services AWS ou même des services externes, des affiliates, donc je sais pas qui, quoi, pour quel usage. Et ça fait râler parce que apparemment c'était quand même une des bases d'AWS, c'est de dire
ta donnée est dans ta région, elle en sort pas sans que tu le décides, quoi. Et là, tout d'un coup, c'est ah non, c'est pas ça, c'est pas exactement ça, et donc on sait pas où va la donnée. Ouais. AWS, apparemment, ils ont essayé de répondre en disant que oui, mais alors c'est pas la donnée utilisateur, c'est les datasets de machine learning, donc peut-être qu'il y a un service dans un coin qui est que sur un autre data center, peut-être qu'il y a des raisons techniques derrière, mais c'est quand même ultra chelou, quoi. Bah, et puis, ce qui se passe en plus par rapport à ça, c'est que c'est bon. Maintenant, c'est une option qui est en opt-in par défaut. C'est-à-dire que, et a priori depuis 2017, c'est le cas, et c'était pas écrit dans les conditions. Et ce qui c'est qu'il fallait être au courant et faire un ticket pour pouvoir opt-out. Et donc c'est vraiment problématique parce que du coup, si tu dis s'il fonctionne comme ça veut dire, enfin, tu te poses la question pour le reste. Est-ce que finalement ils le font pas pour le reste? Alors bon, ils assurent que non et que c'était juste réservé à ce créneau-là. Mais tu te poses, enfin, voilà, on peut pas s'empêcher de se poser la question. Et derrière, c'est quand même sur les services qui sont utilisés intensivement parce que ils sont, on va dire leaders, ou en tout cas ils proposent quelque chose de très packagé pour beaucoup de SaaS pour faire de la traduction et des analytics sur du code. Enfin, il y a plusieurs briques que propose plusieurs services que propose Amazon qui font cette collecte. Et tu te dis de toute façon c'est pas normal et t'as au moins envie de le savoir, quoi. Que ça soit comment dire, de la volumétrie, juste avoir des informations sur à peu près grosso modo ce qui se passe, on peut dire que c'est de l'usage assez une utilisation normale, mais que ça aille jusque dans les datasets complets, bon, ça pose un problème. Ça pose un problème. Bon, c'est pas comme s'il y avait déjà assez de problèmes avec Amazon, mais bon, ouais, c'est pas simple. On aurait pu attendre un minimum de justification de leur part, quand même, au moins un exemple de pourquoi c'est important qu'ils puissent partager cette donnée-là. Mais on sait qu'on l'aura jamais, quoi. D'un point de vue GDPR, par ailleurs, ça met un certain nombre d'entreprises qui ne lisent pas assez les terms of use dans une posture de faire de l'export illégal de données en direction des États-Unis, parce qu'on sait tous que la donnée qui part aux États-Unis, il y a son utilisation par le prestataire, donc là dans le cas présent Amazon, mais il y a également son utilisation potentielle et non notifiée par le gouvernement américain. Et là, du coup, ça veut dire que, très concrètement, on peut se poser d'assez larges questions. Et aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Votre application de note de frais qui prend en fait une photo de votre ticket de caisse et qui permet de faire sa note de frais, en fait, il y a quand même fort à parier pour que ce soit un des GAFAM Data System qui s'en occupe de cette reconnaissance de caractère. Et en fait, aujourd'hui, du coup, ça veut dire que toutes les notes de frais de la boîte partent là-bas. Et ça veut dire que potentiellement, la personne qui a codé cette application-là et qui fournit le service n'est pas consciente à ce moment-là de donner accès à ça. Et ça peut être une information qui sera jugée stratégique. C'est quand même une histoire de notes de frais douteuse qui a conduit à la vente d'Alstom. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qui, selon moi, sont assez graves dans cette façon-là de bosser. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, il est de dire... vous m'avez peut-être entendu parler déjà du cloud souverain, et si vous voulez, je peux vous mettre le lien vers un petit article qui résume un peu la situation de Next Impact, qui est bien foutu pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais moi, on me parle souvent de la guerre du cloud comme étant une guerre qui est déjà gagnée, en fait, par les Américains. Aujourd'hui, le cloud, c'est un marché qui fait 18% de ce qu'il fera en 2029. Donc, dans 7 ans, il y aura 80% de plus de thunes, en fait. Enfin, il y aura la majorité de l'argent, en fait, dans ce marché-là. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'avec ces méthodologies-là, qui permettent de nourrir leur base de données à Amazon et Google, et qu'en fait, avec ces méthodes-là, ils prennent un avantage, un but de position dominante dans le marché, qui fait que comment tu vas aller en compétition avec des gens qui ont déjà ces bases de données-là, qui sont en fait des données qui ne leur appartiennent pas,
Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va encore faire un procès, on va encore gagner, hein, c'est l'histoire de Google Shopping, hein, le procès, on l'a gagné. Mais comment est-ce qu'on le fera gagner en moins de 12 ans? Et en fait, la question que doivent se poser aujourd'hui nos politiques et chacun de nos utilisateurs, chacun des preneurs de décision, chacune des personnes qui aujourd'hui se bossent dans l'IT, c'est dans ce cadre-là, comment on fait pour se doter d'une force capable de répondre à ces puissances-là économiques, parce que le marché de demain, il est énorme, et qu'aujourd'hui, ces gens-là prennent un avantage concurrentiel qui va être compliqué à rattraper, quoi. Je pense qu'au général, il y a un manque de culture sur ces sujets-là. Que ce soit les politiques, que ce soit même dans le métier. Allez lire les CGU, et tu mentionnais à un moment, Quentin, développeur d'une application qui utilise un système de reconnaissance d'image pour les notes de frais. Pour peu que ce soit un logiciel tierce et pas quelque chose qui soit directement implémenté par AWS, il y a beaucoup de chances pour qu'il ne sache pas du tout où c'est implémenté et comment c'est implémenté. Pour lui, c'est juste pour elle d'ailleurs, c'est juste quelque chose, tu mets une image et ça a donné les items de la facture, très bien. Mais alors comment c'est implémenté, ça, tu le sais pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui est très très compliqué, et peut-être qu'il va falloir avoir aussi plus de transparence là-dessus, sur comment faire. Et effectivement, la donnée, c'est ce qui est déjà le nerf de la guerre dans le business. Quand tu as de la donnée, tu as de la puissance. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as des décisions comme ça qui impliquent la donnée des utilisateurs. C'est mais tiens, j'avais besoin de ce truc-là, j'ai mis tel SDK dedans, mais tout d'un coup ce SDK il rappelle sa maison et il envoie des données sur l'usage. Et c'est pas une décision qui est prise sur des termes de service, c'est pas une décision légale, c'est une décision technique toute bête de j'avais besoin d'un outil, je l'ai intégré. Et on se la pose pas souvent en fait. Mais après, c'est exactement la même chose que quand t'inclus une librairie dans ton soft et que t'as un conflit de licence. C'est exactement la même chose. On regarde pas les licences, on regarde pas les compatibilités de licences. Très peu entre nous le font. Un autre sujet dans le même genre, sur la partie plutôt publique, c'est le Health Data Hub de chez Microsoft, où là, le produit peut faire le job, ça, j'en sais rien, je vais pas le nier. Mais effectivement, ça a des impacts d'utiliser ce genre de produit-là pour des données de santé, même si éventuellement Microsoft peut être hébergeur de données de santé, etc., etc. Ça peut avoir des conséquences. Et à ma connaissance, il n'y a pas forcément de jurisprudence encore sur ces sujets-là. Par exemple, je sais que j'ai vu des threads passer par rapport à Doctolib, qui eux se sont chopés un audit GDPR il y a pas longtemps, et ils sont sur AWS, mais sur AWS partie data de santé, et le juge dans ce cas-là a dit que c'était bon. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'éducation, et d'avoir des patterns ou des éléments qui soient sur lesquels on puisse avoir confiance. Ouais. Bon. AWS toujours. La suite de la saga Elastic, qui du coup n'est pas sur AWS, mais a fait un deal avec Microsoft pour mettre du Elastic sur Azure. Comme quoi, Elastic, ils savent travailler avec les fournisseurs de cloud plutôt gros et s'arranger, qu'il y a du travail avec des gens qui font de l'open source ou pas. Voilà. C'est pas juste AWS qui... Comme quoi, même des gros fournisseurs de cloud savent travailler avec de l'open source et faire des partenariats. C'est ça. Il y a aussi des choses qui sont normalement. Ça montre que c'est pas impossible et qu'on n'est pas obligé d'être de mauvaise foi, mais... Pardon. Je tiens à préciser que longtemps avant Azure, il y a la Elastic Stack auto-managée sur Clever Cloud. Et ça... Je me demandais quand ça allait sortir, ça. Le fait qu'Elastic soit sur Clever. On l'a fait avant Microsoft, faut quand même le dire, quoi. Mais je dis pas comment faire. Juste que j'attendais le moment placement de produit, c'est tout. Bien placé. Toi, tu vas bien à un moment essayer de nous vendre une chambre d'hôtel, non? Non, je ne te vends pas une chambre, je te vends l'hôtel complet, je peux te vendre l'avion pour y aller, la voiture et tout ce qui va avec. On est bien d'accord.
Surtout qu'on est d'accord que cette année, ça s'est mis comment? Parce que, bon, d'habitude, vous aviez de la big data à traiter, mais là, en vrai, un fichier plat dans un SQLite, on était bien, non, cette année? Ah ouais. Ça dépend des pays. Tu veux dire qu'à Dubaï, vous avez eu des réservations, c'est ça? Alors, ouais, si on est sorti du sujet AWS, et, Azure et Elastic, dans le monde du voyage, en fait, c'était tout ce qui est international. Bon, ça, on sait très bien où ça en est. C'est à peu près mort. Ce qui a été plutôt dans le domestique, ce qu'on appelle le domestique, c'est surtout aux États-Unis, par exemple, même en France, etc. Les Airbnb, et chez nous, ça s'appelle Vrbo, ou Abritel, c'est le nom de la marque en France. Ça a plutôt bien marché. Et pour autant, l'ambiance dans la boîte chez vous, elle est compliquée ou somme toute, vous attendez juste tous la reprise et vous vous en foutez un peu, vous attendez que ça passe? Chez nous, il y a eu une période où ça a été un peu compliqué parce que il y a eu des changements même un tout petit peu avant le début de la crise, début 2019. Donc là, bon, ça a été un peu compliqué à cette période-là, mais après, là, c'est plutôt des gros changements de fond, d'architecture, des choses comme ça. Donc, en tout cas, au niveau tech, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et généralement, le mindset, c'est quand il y a une crise ou quand il y a c'est pas parce que pour l'instant le business est plutôt bas qu'on va attendre qu'il reparte. Justement, c'est là où on peut investir et faire des gros changements à moins risque. Quand tu as pleine capacité, que tu veux faire et t'optimises sur la couleur d'un bouton ou une connerie comme ça, quand tu fais du A/B testing, c'est plus compliqué de faire des changements de fond qui vont pouvoir avoir des impacts beaucoup beaucoup plus grands. Ok. Tu veux dire que vous avez fait vos migrations Java EE, c'est ça? On va peut-être passer sur Java 1.4, on n'est pas encore sûr. Faut vraiment attendre que ce soit stable. Hein. Ah ouais, Juste, ouais. puisqu'on en parle, et encore une fois, tu ne parles que de ce que tu veux. Chez vous, c'est quoi les grandes technos On a tout. On a tout. Sur la partie sur laquelle moi je suis plutôt actif, tu vas avoir beaucoup de Java, beaucoup de JVM. Kotlin marche plutôt bien. On va être sur les fronts, les classiques, Node, TypeScript, JavaScript. Voilà. Après, tu vas avoir de tout. Ça dépend si tu vas plus du côté chez les ops, ils se mettent maintenant plutôt à du Go aussi. On voit, j'ai pas vu de Rust. Après, tu peux avoir de tout. Il y a du Ruby, il y a toujours beaucoup de C, de C++ sur certains endroits, plutôt du legacy, etc. On a quand même 20 ans de tech. On a fait beaucoup de choses par nous-mêmes au début, mais ouais, c'est à peu près ça. Après, je sais qu'il y a des endroits, il y a du .NET sûrement. T'as sur tout ce qui est, on a du mobile avec donc Kotlin sur Android, Swift UI sur iOS, et sûrement plein de trucs que je connais pas. C'est vaste. Ouais. Surtout en 20 ans, ça doit s'accumuler. Hein. Ouais, c'est. Après, on n'a pas des technos qui ont forcément été créés au tout début. Quoique, on doit, comme toute boîte à cette taille-là, on a peut-être des réminiscences à droite à gauche. Mais ouais, c'est des gros projets de fond qui font changer, qui améliorent les choses à droite à gauche. Je sais pas s'ils ont, je sais pas d'ailleurs, on parlait de Swift, je sais pas si Apple a lancé des grands trucs dans Swift ou pas à l'occasion de WWDC. J'ai pas regardé. Je suis désolé, je fous le bordel dans le planning là, GL. Ouais, non, je crois qu'il y a l'async en Swift. Ouais, c'est ça, ils ont fait. Ouais. Pour moi, ils ont ajouté de l'asynchronisme, des choses intéressantes là-dessus. Et après, surtout pour moi, ce qu'ils ont fait d'important, c'est qu'ils ont lancé leur premier outil pour développeurs dans le cloud, c'est qu'ils ont lancé Xcode Cloud pour faire des... Ah ouais. Ouais, moi j'ai eu une pensée très profonde au moment où ils ont fait ça, pour tous les
pour tous les gens qui font tu sais, quand ils ont sorti le Mac M1, t'as Amazon, t'as Scaleway, tout ça, ils ont été acheter des Mac M1, tu sais, en Max, des Mac mini, et ils ont raqué dans des baies, tu vois. Et pour faire de la CI, tu vois, pour Swift et Apple, tu vois. Et j'ai eu une pensée très émue pour eux quand j'ai vu passer genre Xcode Cloud. On va faire de la CI pour les développeurs, c'est embeddé dans Xcode, machin. Et j'étais là, genre, moi j'imaginais les mecs de chez Apple morts de rire, tu sais, quand ils sont en train de leur vendre les Mac mini. Tu sais, genre, allez, prends-en, prends-en. Et du coup, je pense qu'ils se sont bien fendus la gueule, ouais. Est-ce qu'on peut miner du Bitcoin sur en Swift? Possiblement. Pour un lien tout à l'heure, ça va être sympa. Enfin, plus jamais sur un CPU en fait maintenant, mais bon. Mais effectivement, Ouais, parle. J'essaie de trouver un lien pendant ce temps-là. J'allais faire une transition, c'est pour ça. Donc du coup, on parle de Bitcoin et du Salvador, pays qui vient d'adopter l'utilisation de Bitcoin, c'est-à-dire que les business, les entreprises de ce pays doivent pouvoir accepter du Bitcoin comme de la monnaie en pièces, comme du chèque, comme des virements, des choses comme ça. Et c'est vraiment une obligation, c'est une monnaie reconnue. Et ce qu'ils proposent notamment, c'est qu'ils mettent en place un fonds qui permet en fait, d'absorber le risque là-dessus, de faire le transfert. C'est-à-dire que si t'as pas envie toi de faire la conversion Bitcoin vers la monnaie locale quand on te paie, bah, tu peux faire passer ça par le gouvernement qui a mis en place son fonds et qui va directement te filer l'argent. Et donc ça a été une surprise. Les gens s'attendaient pas à ce que ce soit ce pays-là qui fasse ça, quoi. Ouais, après, ce qu'il dit dans l'article, c'est l'un des objectifs, c'est d'améliorer l'accès aux services financiers, où tu as à peu près un petit 30% des citoyens du Salvador qui ont accès justement aux services financiers. Et donc, ils essayent d'améliorer ça avec l'inclusion du Bitcoin et toute la partie wallet. À voir comment ça se passe. Je trouve que c'est intéressant pour un premier pays qui le fait. Après, il faudra voir avec tout ce qui est justement blanchiment d'argent, de l'autre côté, les conversions automatiques vers le dollar pour faire sortir la monnaie du Salvador. Je suis en train de chercher la devise, mais je ne l'ai pas en tête. Ouais. En fait, il y a un point intéressant, c'est que, avant qu'un pays fasse ça, c'est finalement Bitcoin ne pouvait être qu'en grande partie du blanchiment, des opérations criminelles ou des gens qui s'envoient de l'argent un peu comme ça. Il faut que ce soit accepté légalement avant que on ait plus de transactions qui viennent justement d'usages normaux. Ça pouvait pas être considéré comme une vraie monnaie tant que c'était pas considéré comme une vraie monnaie. Donc c'est probablement quelque chose d'assez positif pour celui-là. Après, bon ça va impliquer encore tout ce qu'il y a de spéculation à droite à gauche, choses comme ça. On va voir ce que ça va donner. En même temps, ça peut stabiliser aussi la spéculation. Hein. Ou alors ça j'y crois pas. Non, mais la spéculation, si tu veux, elle est aussi liée au fait que aujourd'hui, on ne se sert pas en fait de cette monnaie. Et tu vois, tu peux aussi imaginer que la spéculation s'arrête justement parce que la monnaie sert à quelque chose. Ouais. Je te dis pas que c'est ce qui va arriver. Il y a moyen que ce soit quand même un gros paquet de transactions. Alors, pas forcément juste avec le Salvador, mais peut-être une fois qu'il sera un peu plus implémenté. Je serais curieux de voir ce que le Fonds monétaire international va dire. A priori, ils vont en parler dans les prochains jours. Donc, voilà. En tout cas, là, ça fait quoi? Ça fait quelques semaines là que c'est à la cave. Hein. C'est vraiment à la cave. Hein. Pour deux raisons, c'est qu'il y a la Chine qui allait dire ouais, alors nous on a des targets sur les émissions de CO2, donc toutes vos opérations de mining qui nous font remonter
avec lesquels on doit relancer les centrales à charbon, c'est pas cool. Et tu as Elon Musk qui se fait chier chez lui. Et je fais quoi ce soir? Allez hop, un tweet où je suis copain avec Bitcoin. Le lendemain, allez, un tweet où je dis que non, finalement non. Et c'est vraiment du shitpost. C'est tellement efficace. Et ça pose un gros problème. Ouais. Si t'as une personne qui arrive et qui fait moi j'aime bien ci ou j'aime bien ça, et qu'effectivement ça a des impacts sur les cours, où là le Bitcoin aujourd'hui, je suis en train de regarder, est à $35,000, et juste avec un tweet ça le fait passer à, je sais pas, 40, 50, 60 000. Et surtout maintenant, si tu te dis que dans le cas du Salvador, tu vas avoir par exemple des gens qui vont avoir les retraites en Bitcoin, qui vont avoir ce genre d'éléments-là, là vraiment ça va les impacter dans leur vie, ça peut les impacter dans leur vie de tous les jours. Après, à voir si ça va descendre jusque sur la population générale ou si ça va rester un effet de niche. Mais globalement, tu peux dire que, si tu fais un petit parallèle, que Elon Musk peut complètement défoncer le système de retraite du Salvador en un tweet. Ouais, c'est exactement ça. Ça c'est pas lié en fait au crypto. Hein. Nous, on est des gens qui sommes habitués à avoir une monnaie stable. Et c'est vrai, et on est une monnaie qui est à la fois une monnaie stable et une monnaie que tout le monde accepte. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux donner des euros aux gens, les gens sont très contents d'avoir des euros, tu vois. Mais il y a des tonnes de pays dans lesquels, un, la monnaie n'est pas stable, et deux, personne ne veut de leur monnaie. Je te donne 2 exemples là-dessus. Il y a quelques années, il y a eu je sais pas si tu te souviens, le franc suisse a augmenté beaucoup. Et en fait, ça a créé un crash en Pologne. Parce que la monnaie polonaise était tellement volatile qu'en fait, tous les prêts long terme, donc quand t'achetais une baraque sur 20 ans ou 25 ans, en fait, étaient indexés sur le franc suisse. Résultat des courses, quand le franc suisse a doublé par rapport à la monnaie polonaise, les gens se sont retrouvés quand même avec des mensualités de prêts qui avaient fait x2 en fait dans la nuit. Tu vois, parce qu'en fait, leur monnaie, elle est tellement pétée en fait en termes de valorisation, et elle se balade tellement que quand tu fais des prêts long terme, en fait, tu l'indexes sur une autre. Et là, il se trouve que il y avait de la volatilité sur le franc suisse qui était la monnaie d'indexation, et en fait, il y avait des milliers de personnes qui étaient dans une catastrophe. Il y a d'autres cas en fait qui me paraissent moins importants. C'est si tu vas au Maroc et que tu es un business au Maroc, tu es une entreprise au Maroc, si tu veux acheter des trucs à l'extérieur, il faut que tu ailles au ministère du Commerce faire signer un papier comme quoi tu as le droit d'acheter ce produit-là à l'extérieur. Parce qu'en fait, le Maroc, il y a un certain nombre de choses, ils ont besoin de les acheter à l'extérieur du pays, tu vois, dans leur import. Et en fait, pour acheter à l'extérieur du pays, en fait, ils utilisent les euros et les dollars qui rentrent au Maroc, essentiellement par le tourisme, et sinon, t'as le phosphore et compagnie, tu vois, t'as le phosphate, t'as ce genre de ressources naturelles. Mais en fait, ils ont tellement peu de devises. Le truc, c'est que, moi, si je te dis très bien, je t'achète, je sais pas, moi, des tomates, mais je te paye en dirhams marocains, tu me dis, écoute, moi, tes dirhams marocains, je m'en fous, quoi. Alors que si tu me dis, je te donne des dollars, bon, moi, les dollars, je saurais toujours quoi en faire. Des euros, je saurais toujours quoi en faire. Même des yuan chinois, je saurais toujours quoi en faire. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le truc, il est là, c'est que nous, en tant qu'Européens, on a cette habitude à une stabilité et d'avoir de l'argent que les gens veulent. Mais en fait, il y a des tas de gens qui vivent avec une monnaie dont personne n'a envie d'entendre parler, tu vois. Et c'est un vrai sujet. On est bien d'accord. Mais après, le parallèle sur la volatilité de la devise, alors, et j'ai pas d'infos sur celle du Salvador, ne change pas le fait que le Bitcoin, lui, déjà, est hyper volatile, du fait que personne ne l'utilise et que c'est juste globalement un gros jouet pour les personnes en ligne. Il n'y a pas plus que ça. T'as très peu d'utilisation pratique encore. Et que justement du fait de l'hypervolatilité du Bitcoin, quelqu'un comme Elon Musk peut avoir un effet immédiat, alors que l'effet sur les monnaies, même les monnaies plus ou moins stables, est quand même très différent. Il y a un effet de levier sur le Bitcoin qui est quand même hyper différent. Alors moi, j'ai quand même une information pour vous, c'est qu'en fait, le Salvador, ils avaient déjà largué l'idée d'avoir leur propre monnaie. En fait, ils ont décidé de passer au dollar américain. En fait, en 2001, le Salvador, ils ont largué le colon et ils sont partis genre, à partir de maintenant, on paye avec des dollars américains au Salvador. Je sais plus, j'ai vu
quelque part quelqu'un qui disait que, enfin, Elon Musk étant à la tête de grosses entreprises, notamment Tesla, qui avait pris du Bitcoin, etc., que limite il avait un devoir. Alors c'est ce qui parle notamment dans les fonds d'investissement, le fiduciary duty, le devoir pour tes investisseurs, tes actionnaires, d'agir dans leur intérêt. Enfin, s'il avait cette capacité effectivement en un tweet de faire monter ou descendre le cours, il ne pouvait pas ne pas le faire. Il fallait qu'il le fasse parce que c'est de l'argent facile à faire gagner à sa boîte. Ouais, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il ne pourrait pas éventuellement, et je prends beaucoup de passettes dans ce que je dis, tomber sur le coup d'un délit d'initié, ou parce que justement, il a un intérêt financier sur une montée ou une baisse du Bitcoin, et s'il en possède, donc dans ce cas, sur une montée du Bitcoin, en disant, le Bitcoin, c'est génial, boum, fois dans la nuit, je revends, et je dis que c'est mauvais, et je fais un délit d'initié. C'est la beauté de la chose, c'est pas régulé. Il n'y a pas la SEC, il a déjà eu chaud aux fesses, Elon, aux États-Unis avec la SEC, par rapport à des choses qu'il a annoncées sur Twitter. Donc là, c'est vrai que... C'est ça. Il pouvait pas s'empêcher de faire des annonces, des trucs comme ça qui influaient sur le cours de Tesla. Il s'est fait attraper et en fait c'est après ça qu'il a dit tiens mais les crypto-monnaies en fait tu peux faire ça maintenant, genre je me fais chier, j'ai bu un verre, allez hop c'est parti. Non mais si le problème est lorsque Elon Musk tweet, les cours montent et sont volatiles, faut fermer Twitter. Hein. T'as vu son compte Twitter? Genre, de temps en temps, il y a les annonces de produits, etc. Mais enfin, c'est shitpost sur shitpost, en fait. Mais bon, il s'occupe, je pense. Voilà. Du coup, pour la suite... Et si on parlait un peu encore de crypto-monnaie et de Docker Hub qui a dû annuler les auto-builds, donc le build de conteneurs, c'est encore un produit de CI qui se fait annuler ou restreindre parce que des gens faisaient du minage de crypto dessus. Ouais. Voilà, encore une fois. Là, puis en plus c'est le free tier quoi, donc c'est vraiment c'est le free tier le truc le plus accessible. Ouais. En fait, comme d'hab, ils ont. Après, ça m'étonne pas que Docker essaie aussi de gagner un peu d'argent, hein, donc là-dessus, espérons que ça se passe. C'est éviter d'en perdre. Donc à présent, tu vois, c'est éviter d'en perdre. C'est-à-dire que en plus, moi je trouve que c'est complètement useless d'aller tenter de lancer du crypto mining dans les fritières. Enfin, tous les fritières ont les limites sur le crypto mining aujourd'hui Docker finisse par plier le dossier, oui, c'est logique, quoi. C'est juste dommage, ça pourrit la vie de tout le monde, et franchement... c'est clair. Et puis ça n'a pas de sens, à tout péter, tu peux miner quelques centimes dans un fritière, ça n'a pas de sens. Non, il y en avait qui avaient fait quelques calculs, et tu pouvais facilement te faire quelques centaines de dollars par mois là-dessus. Parce que forcément, du Bitcoin, t'arriveras jamais à miner quoi que ce soit, mais t'as des trucs comme Monero, par exemple, où c'est encore possible de gagner un peu. En minant sur du CPU. Donc, en fait, tu fais pas, genre, tu lances pas une machine. Tu t'arranges pour en lancer 500 d'un coup, quoi. Sur différents systèmes de CI. Enfin, genre, il y a des gens qui ont automatisé un peu le truc, quoi. Malheureusement. Ouais. C'est un peu le jeu du chat et la souris là-dessus. Et après, il y en a qui vont se rendre compte que si tu paies, si tu sors du fritière et que tu paies, ça peut quand même être rentable d'aller miner repart dessus, et puis ils vont devoir mettre à jour leur prix, etc., etc. Voilà. Et donc, en parlant de cramer du CPU, si on parlait de Kubernetes, c'est un lien de Gaël. Alors oui, petit disclaimer, c'est un lien de Kubernetes. Après, je pense que c'est un comportement qui est relatif à tout ce qui peut se passer, conteneur, hôte. Typiquement, là, la personne elle s'est rendue compte que, elle utilisait la librairie cluster qui est dispo dans l'API de Node. C'est un package, pardon, et qui permet de faire justement de l'exécution sur plusieurs CPU, puisque Node, même s'il y a un petit, faut mettre avec des guillemets, c'est mono. Là, il s'est rendu compte que quand il allait récupérer le nombre de CPU
qui était disponible dans sa tête au niveau du container, en fait, ça sortait les nombres de CPU qui étaient dispo au niveau de l'hôte. Et en fait, ce qui c'est que son programme, même si il voyait tant de CPU, il n'était pas en capacité de les utiliser. Et donc, il s'est dit, bah, en fait, moi, j'ai besoin que d'un seul CPU. Enfin, il a changé la variable qui allait chercher ses CPU, et il l'a défini à 1, et il s'est retrouvé avec un gros gain de perf. Alors après, l'article est peut-être un peu douteux ou à remettre en question sur la manière dont il a conçu tout ça, parce qu'on sait pas, enfin, moi, je sais pas exactement qu'est-ce qui fait qu'il a gagné autant de RAM sur l'ensemble de son infra Kubernetes, mais bon, vraisemblablement, ça a eu un impact. Donc j'ai En fait, c'est que chaque process qui était lancé, donc un par cœur, devait prendre pas mal de RAM aussi, et donc ils arrivaient à je sais plus combien de mémoire par pod, mais ouais, fallait qu'ils réduisent. Ah oui, ils avaient mis une mémoire max à 250 mégas. Donc en fait, ouais, t'avais 250 fois 32 sur chaque conteneur. Et ça, en fait, c'est parce que quand tu demandes le nombre de cœurs, bah, en fait, t'as des API kernel, ou même, je crois que t'as moyen de demander directement au CPU, tiens, vous êtes combien là-dedans? Et ça va te répondre. Et donc, c'est là où, placement produit technique, si tu mets ça dans une VM, bah, tu dis à ta VM, toi, t'as deux vCPU. Et quand tu demandes au kernel qui tourne là-dessus ou au vCPU, bah, il te dit, on est deux. Même si derrière, tu as une machine à 128 cœurs ou un truc comme ça. Donc, c'est des niveaux d'isolation, en plus, encore une fois. Moi, ça me rappelle quelque chose qu'il y a eu sur la JVM, très très similaire. Alors de mémoire, c'était avant le JDK 14, où en fait, quand tu bootais si tu faisais pas d'optimisation de mémoire et de spécification de mémoire, globalement, la heap maximum, c'était de mémoire un quart de la heap de la mémoire totale de la machine. Et comme si tu mettais dans un conteneur, en fait, il est directement sur l'host, ce qui fait que bon, tu avais un host à 4 gigas de mémoire, donc la heap maximum de ta VM passait à 1 giga. Et après, si tu respécifiais des paramètres sur ton conteneur en disant bah non, je veux que 256, ou je veux plus ou je veux moins, et bah t'avais des conflits, et tu peux voir tes conteneurs qui se faisaient crasher. Et donc tu devais manuellement être sûr d'aligner tes paramètres de conteneur avec tes XMX et XMS sur la JVM. Tout à fait. Mais ça a été fixé il y a longtemps maintenant, de Morgan JDK 14, parce qu'ils n'étaient pas, enfin, les JDK précédents n'étaient pas au courant de Docker et c'était ou des conteneurs, parce que c'était pas utilisé avant JDK 14. Je sais pas si nos auditeurs s'en rappellent, mais j'ai donné plusieurs fois des talks où j'ai expliqué que selon moi, les conteneurs, il y avait plusieurs gros dangers à s'en servir pour faire de l'orchestration, dont le fait qu'en fait, ça ouvrait une boîte de Pandore de plein de side cases qui allaient foutre le bordel dans le système. Et donc, effectivement, dans le cas présent, c'est un cas précis d'orchestration. Et en fait, le problème, c'est que si tu veux faire de l'orchestration de ressources, il faut que tu partes de la partie la plus haute pour redescendre. Si tu poses la question de combien j'ai de ressources au plus bas dans un conteneur, dans un namespace qui est lui-même dans une VM, etc., en fait, on lui a donné une information qui est en général une information virtualisée. Donc avec peut-être de la mémoire vive ballonnée, peut-être du disque dur qui n'est en fait pas du vrai disque dur, mais du disque dur virtualisé et machin et truc, des CPU qui ont été vendus plusieurs fois et resplittés. Et donc en fait, ton orchestration sera toujours dégueulasse. Il faut toujours partir de l'information hardware la plus haute possible dans le hardware pour ensuite faire ton orchestration. Et pour moi, ça, c'était un des design flows de base de Kubernetes qui aujourd'hui pose son problème. Et effectivement, l'autre problème, c'est exactement ce que t'évoquais, Guillaume, c'est que tous les runtime un peu compliqués, en fait, ils commencent toujours par regarder, bah, c'est sur quoi que je tourne pour être capable d'auto-paramétrer leur système d'optimisation de runtime. Et comme en fait, mais ils le font tous, en fait, comme en fait, tu passes ton temps à leur mentir dans ce que tu leur rends effectivement dans des modèles de namespace et de conteneurs, bah en fait, ils se désoptimisent en pensant s'optimiser. En fait, comme ils s'optimisent par rapport à des caractères qui sont pas la réalité, ils se désoptimisent et tu te retrouves avec des opérations contre-intuitives de performance qui ont lieu dans des containers. Et ça n'est fixable qu'en se disant
ah bah du coup on va aller fixer chaque putain de runtime, chaque putain de lib C++, etc. qui traîne dans le truc. Et du coup ça devient fou, parce qu'en fait ce genre d'optimisation vous les avez dans tous les machins sans vous en rendre compte. Genre Boost, la librairie C++ qui est utilisée en dépendance de plein de trucs qu'on pourrait appeler du C++ Boost, hein, parce que quand tu fais du Boost, tu fais plus du Boost que du C++, quoi. Par exemple de Mongo, en fait, elle-même va regarder les caractères de la bécane sur laquelle elle tourne pour prendre des décisions. Et donc, par exemple, le Docker Compose que vous allez lancer avec une Mongo dedans, bah en fait, vous allez le planter, en fait. Parce que vous êtes en train de désoptimiser votre système. Je sais pas si je suis clair dans la façon de m'exprimer et si ça vous paraît cohérent, mais comme souvent, en fait, ça paraît être une bonne idée. Le problème, c'est qu'il va y avoir une série de détails à fixer derrière qui est non négligeable, quoi. Et t'as un autre problème, c'est que là, par exemple, t'as l'appel OS, la fonction CPU de la librairie OS chez Node. À mon avis, il doit s'attendre à retrouver un entier. T'as un CPU, deux CPU, trois CPU. Mais après, quand tu es sur la contraction entre la machine physique qui a un nombre de CPU entier, après les cloud providers vont vendre des unités de CPU. Et après, les unités de CPU sont encore différentes quand tu es sur du EC2, par exemple, ou quand tu es sur du Cube, où là, quand tu vas dire, et t'es pas du tout sur les mêmes unités, elles changent complètement. Donc, tu peux les réaligner à peu près. Ça, c'est pas trop compliqué. C'est juste une petite table à connaître. Mais voilà, ça a des conséquences. Donc, même si tu disais, même si on avait un paramétrage fin et bien fait, le fait que tu aies l'appel à la méthode pour dire combien tu as de CPU, ben, au final, ça va retourner potentiellement un nombre. Et là, c'est 0,5, c'est quoi? C'est 512 unités de CPU, c'est 0,5 milli CPU. Enfin, il y a plein d'unités comme ça. Et ça, c'est un gros bordel. Donc, en parlant d'orchestration et d'installation de conteneurs, parlons de Terraform. Terraform qui sort en 1.0. Qui ici a fait du Terraform? Ah, moi j'en fais, c'est bien. Moi j'aime beaucoup Terraform. Alors j'ai pas regardé comment ça marche en dessous. Je me suis d'ailleurs demandé il y a pas longtemps s'il y avait un Terraform provider pour Clever. Ça m'aurait fait marrer. Eh bien, je suis censé travailler dessus. Voilà. Mais il y a plein de choses à faire depuis mon arrivée, et donc c'est dans la roadmap. Déjà faire le client en Go, Clever, avec régénérer, et puis après attaquer. Puis là, bon, je me dis au moins, parce que de ce que j'ai vu dans l'annonce, le SDK Terraform, enfin, ce qui était avec la version 0.12 ou 0.15 avant, parce que ça fait un bout de temps quand même que je n'ai pas remis les mains dedans. Du coup, là, il y a une release complète, une nouvelle release du SDK Terraform, et donc ça nécessite de migrer. Donc, finalement, c'est peut-être pas plus mal que j'ai pas avancé dessus jusqu'à présent pour commencer sur des bonnes bases. Mais voilà. Ouais. Moi, je trouve le plus intéressant, c'est que Terraform, et ça fait partie d'un ensemble de softs comme ça, qui ont été utilisés en prod pendant très longtemps, sur des versions 0 quelque chose. Je sais, bon, chez nous, on avait eu Terraform, c'est du conseil sur du 0.10 potentiellement. Là, on est sur 0.14, 0.15 qui sont les dernières versions dans le 0x. Alors que pendant très très longtemps, si tu avais du 1.0, les gens étaient quand même frileux, parce que c'est la première version, production à peu près, et il y avait toujours un côté, bon, on va attendre la 2.0, il y aura plus de maturité, il y aura plus de choses. Maintenant, tout le monde passe en prod avec des 0x, aucun problème. Après, il faut voir que les produits sont plutôt plus matures maintenant, 0x, sur ce genre de choses-là, en tout cas sur Terraform, même si entre les 0.14, les 0.15 par exemple, ou ça cassait pas mal de choses sur certains providers, c'était assez embêtant. Ouais, il y a eu, moi j'ai entendu pas mal de retours là-dessus. Il y a vraiment eu un gros manque de compatibilité, de rétrocompat, et en fait, quand t'as toute ton infra qui est décrite en Terraform et que tu dois passer à la version d'au-dessus, tu serres les fesses si tu dois revoir quasiment, une bonne partie de la syntaxe de ton code.
Ouais, c'était vraiment quelque chose de fastidieux et de vraiment difficile à faire de ce que j'ai vu. Et s'amuser à changer les états et reconsolider les états à la main. Super drôle. Ouais, non. Super drôle. Je suis passé par ça et ouais. Non, merci. Effectivement. Restons dans le Moi, j'avoue cloud. que j'ai jamais compris trop cette techno. Moi, je trouve que c'est du script. Enfin, j'ai jamais très bien compris l'amour des gens pour cette techno. Pour moi, j'ai jamais vu la plus-value par rapport à un script bash de Terraform. Et du coup, j'ai jamais compris pourquoi tout le monde était excité par ce truc-là. Je C'est trouve que c'était beaucoup très plus pénible à déclaratif. écrire. Parce qu'on n'aime pas écrire du bash. Alors, personne n'aime écrire du Ouais, bash. mais en fait, je déteste après- écrire du bash, du coup, j'en écris pas. Mais du coup, je vois pas l'intérêt de me taper du Terraform qui est concrètement la même putain de truc, tu vois. Enfin, si ce n'est que T'as t'as un le niveau plaisir d'abstraction qui est d'utiliser pas le quoi, même. quoi. Non, t'as un niveau d'abstraction qui est vraiment pas le même. Là où si je faisais ça, par exemple, avec un SDK, pour créer des buckets sur, je sais pas, du GCP, du S3, du ce que tu veux, on s'en fout. Là où tu aurais des buckets qui vont dire, bah, le nom du bucket, c'est ça, les paramètres, c'est machin, c'est ça. Bah, effectivement, tu retrouves ça sur quelque chose qui est plus proche du script et du déclaratif, en disant, je veux un bucket, le nom c'est X, le nom les tags que je mets, la taille, etc., les permissions sont ça, plutôt que de se taper du procédural, où tu dois dire, bah, je fais du set ici, je fais du set là. Bah, Donc puis, c'est vachement plus facile à manager. c'est quand même Donc, arrivé dans un contexte où en fait les gens ils sont passés de Ansible, Chef, Salt, des choses comme ça où ils avaient leur VM, enfin leur serveur et ils provisionnaient tout de manière procédurale oui avec un setup où bon c'est quand ils faisaient ça à un moment donné où on est arrivé avec des acteurs, enfin du coup AWS en premier, ensuite Google Cloud, Azure, où en fait c'était une vraie plaie de, d'utiliser leur interface, même leur API et la manière dont il fallait s'interfacer avec eux programmatiquement. Enfin, il y a CloudFormation pour AWS. Bon, c'est imbuvable. Enfin, moi, de ce que je m'en souviens, c'est imbuvable. Et en fait, ça a été le seul outil, c'est l'outil qui est arrivé au moment où il y en avait besoin par rapport au changement de paradigme entre de l'AVM et du serveur dédié avec simplement de la provision et du cloud où là il fallait gérer un état de tes machines, etc. Et des services qui ont pas vraiment sur lesquels tu peux pas te connecter en SSH. Donc après sur Ansible il y a eu tout un tas de modules pour manipuler ces entités là, mais du coup c'est arrivé pile à un changement de paradigme, je trouve, qui a fait que enfin tu fais forcément une erreur si tu fais du clic-clic dans AWS, alors que si tu passes par Terraform, on va dire que la marge, elle est plus faible. Enfin, tu as plus de Ouais, chances mais de c'est faire. toujours pas sémantique, quoi. C'est vraiment très programmatique, quoi. Pour moi, c'est une procédure, quoi. J'ai l'impression d'écrire une procédure comme une procédure dans une PG, tu vois. Ouais. Mais ça n'a rien de sémantique, c'est pas portable, c'est pas compréhensible, c'est pas parsable. Enfin, c'est pas beau, quoi. Ça, c'est des avantages. Enfin, il y a clairement des trucs où si tu exécutes pas une partie de ton plan Terraform en premier pour ensuite en exécuter une deuxième partie parce qu'il y a des dépendances, enfin, ça. ça après, il le recouvre plutôt bien, enfin, le graphe de dépendance des modules, Ouais. il le retrouve plutôt bien et les exécute plutôt en bon ordre. Sinon, ça aurait pas de sens. Si tu dois faire alors j'ai mon module A qui doit s'exécuter au module B, donc je dois forcément le mettre en haut parce que c'est c'est un run linéaire. Non, mais attends, mais ça j'entends. Mais si tu veux, si je compare, moi, je trouve que Terraform, c'est Ant face à Maven, tu vois. C'est-à-dire que t'as un énorme paquet de merde qui va s'exécuter et hopefully, si c'est bien écrit, ça va tomber en marche, tu vois. Mais c'est ni reproductible, ni pensable, ni migrable, ni quoi que ce soit. Là où, si tu veux, si tu prends un fichier de conf Maven, ça te sortira toujours les mêmes dépendances dans le même ordre, c'est propre, c'est sémantique. Tu peux grapher les dépendances, tu peux en sortir la donnée syntaxique, c'est sémantique, tu vois, ce qui sort de Maven. Ant, bah, t'as un paquet de bordel et bah, prie au ciel que ça se passe bien, tu vois. Mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais de toute façon, vu qu'on va interroger des API qui sont des fournisseurs tiers, enfin, du coup, on n'est pas sur du fonctionnel pur où tu as une entrée, une sortie, ça dépend. Enfin, oui, enfin, il y a clairement des inconvénients. Après, du coup, enfin, ça a été le seul truc qui a fait, qui est arrivé au bon moment. Mais ouais, enfin,
bon, il y a un moment donné, oui, c'est difficile à lire, c'est difficile à reprendre quand tu connais pas l'infra sur le bout des doigts. Ça a le petit avantage de pouvoir faire des diffs pour savoir ce que tu vas ce que t'es censé changer exactement sur ton infra. Après, du coup, ça reste une hypothèse et ça peut très bien mal se passer sur l'infra sur laquelle tu fais le changement. Et bon, faut te rattraper tes petits après, quoi. Ouais. Après, ça manque de testabilité. Surtout quand tu commences à avoir la déclaration qui est un peu compliquée, avec beaucoup de dépendances, avec beaucoup de value, des choses comme ça. Ce serait bien d'avoir des systèmes des suites de tests où tu peux dire, quand je passe cette valeur-là à un module, j'attends que l'output soit ça. Et donc avoir une démarche un peu plus développeur que juste du script ou quelque chose un peu plus déclaratif comme ce qu'on a maintenant, qui est pseudo-déclaratif, ouais. C'est vrai. Bon, restons dans le cloud. Hier, mardi 8 juin, si vous étiez sur Internet, il y avait rien qui marchait. Et les gens, comme d'habitude, ont pointé du doigt Amazon et ont dit « Mais c'est encore US East One qui est tombé !» Et cette fois, non, c'était pas eux. Cette fois, c'était Fastly. Fastly qui a mis grosso modo 1 heure de down à tous ces CDN quasiment. Ils disent 85% de leur réseau qui envoyait des erreurs parce que un problème de configuration qui s'est déployé partout tout d'un coup et qui a tout pété. Voilà. Et le post-mortem donne pas grand-chose. Si, moi, j'ai constaté, c'est qu'ils n'avaient pas personnalisé les pages d'erreur. J'étais très déçu. C'était l'espèce de page d'erreur par défaut de varnish. J'étais là, genre, c'est triste un peu, votre histoire. Ils sont très varnish. J'ai beaucoup aimé les messages d'erreur, les messages d'investigation d'issue, où globalement, toutes les 10 minutes, ils étaient sur We are continuing to investigate this issue. On regarde. C'est ça. Ils ont fait une belle pub à Varnish, mine de rien. En fait, quasiment toute leur infra de base est basée sur du Varnish. Alors maintenant, ils font les committeurs de Varnish qui sont chez Fastly. Ils doivent en avoir. Très probablement, ils en ont. Et en fait, ils ont genre des arborescences de Varnish. T'en as les gros devant, puis t'en as par client, puis par application, etc. Enfin, genre, c'est hyper bien calé là-dessus. Alors maintenant, ils se sont mis à faire notamment du WebAssembly avec Fastly at Edge, parce qu'ils se sont rendus compte que écrire du VCL, leurs clients, ils aimaient pas trop. Mais ouais, ça reste très très varnish dans l'approche, quoi. Les gens sont pas drôles. Voilà. Et du coup, c'est intéressant de voir quand même que Fastly est quand même très très utilisé par énormément de soft. Parce que les gens avaient tendance à dire Fastly, ils sont en train de traîner derrière Cloudflare, etc. Mais en fait, ils ont de l'impact, ils sont très utilisés, notamment par des gros services américains. Et dans ces gros services américains qui sont tombés, il y avait Stack Overflow, notre prochain lien. Stack Overflow, qui lui arrive quoi, Gaël ? Alors, Stack Overflow a été racheté par le fonds d'investissement Prosus. Alors, j'avoue que je connaissais pas. Je connaissais pas du tout le fonds. A priori, c'est un fonds qui par exemple, qui possède Udemy, Code Academy. Ils sont spécialisés plus dans le learn tech. Je sais pas si c'est comme ça, si c'est le mot-clé précis, fintech, choses comme ça. Et quelque chose d'assez notable, c'est dans la société Tencent chinoise, qui notamment a créé WeChat. Et en fait, à l'occasion d'une revente d'une partie de leur part de cette société-là, ils ont dégagé quelque chose comme 17 milliards. Je me souviens, je sais plus si c'est le chiffre exact. Et du coup, ça leur a fait un peu de marge pour dégager de l'argent pour racheter, en l'occurrence, Stack Overflow. Donc a priori, il y a eu un communiqué officiel de Stack Overflow et un article de blog de son cofondateur. Je me souviens plus
Joel Spolsky. Oui, c'est ça. Et bon, grosso modo, il disait vous en faites pas, ça va rien changer. Voilà. Bon, je sais pas trop comment l'interpréter. Alors certes, ça va rien changer dans les semaines, ou dans les prochains mois. Après, peut-être que dans la lignée, enfin dans le long terme, ça va forcément changer certaines choses, mais je sais pas trop dire qu'est-ce qui pourrait bien se passer. On espère que ça changera pas grand-chose quand même. Je sais pas ce que vous en dites. Après, il faudra voir ce qu'ils font avec les autres produits qu'ils ont ou les compagnies dans lesquelles ils ont investi. Tu mentionnais Code Academy. Code Academy, pardon, il n'y a pas de A. Et voir comment est-ce qu'ils vont commencer à lier tous les éléments entre eux. Est-ce que Stack Overflow, à terme, va vraiment changer ou pas? Ça, on peut pas le savoir tout de suite. Toutes les annonces sont toujours « Non, mais ça va rien changer ». Oui, à court terme. À long terme, ça va. À court terme, Spolsky, déjà, lui, va s'en aller parce qu'il était déjà sur d'autres projets depuis un moment. Bah voilà, il a sa boîte, il va faire autre chose. Et est-ce que va y avoir des gros changements en interne? Bah très probablement oui. Si j'ai bien compris, Prosus, ça fait quand même de la private equity, donc ces business-là, c'est plus on prend une boîte existante, on en fait un truc qui marche d'un point de vue argent, quoi. Stack Overflow, ça avait l'air de bien fonctionner. Là, possiblement, ils vont essayer de transformer l'essai, quoi. Moi, le truc qui me surprend beaucoup dans cette histoire, c'est pourquoi Prosus? Parce que, si tu y réfléchis bien, ça aurait vachement de sens, tu vois, dans un cadre Microsoft, tu vois. Enfin, en fait, je trouve que la base de données de Stack Overflow, la base d'utilisateurs en business to developer, tu vois, en B2D, tu vois, ce serait hyper logique, si tu veux, à absorber chez un très gros faiseur. Et j'ai pas très bien compris pourquoi aucun des gros ne s'était positionné pour racheter la boutique, parce que je trouvais que c'était assez logique en fait. Ouais. Donc je serais très curieux des dessous de l'affaire. Bah après, Stack Overflow, c'était de la techno Microsoft, hein. C'était du gros .NET et autres dès le début. Hein. Après, il faut voir si c'est Prosus qui a contacté Stack Overflow ou si Stack Overflow a dit on veut être acheté. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que quand Prosus te contacte pour dire on va vendre, tu fais le tour des popotes, tu vois. Il y a un moment, il y a des gens qui possèdent LinkedIn, tu vois, qui s'appellent Microsoft, qui possèdent aussi GitHub. Enfin, tu vois, il y a quand même une place pour Stack Overflow qui se dessine vachement, tu vois. Genre, non, j'ai pas compris, je suis tout à fait d'accord. C'est juste que peut-être Stack Overflow, comme Ken disait avant, le fondateur a envie de faire autre chose. Il y avait une opportunité business. Ils ont trouvé que le deal passait bien. Mec, 1.8, oui, donc je te confirme que le mec, ça doit pas être si mal, ouais. Ouais. Après, faut aussi que Microsoft et autres, ils en laissent un peu aux autres, hein, quand même. Oui, non, mais c'est juste, je suis surpris, si tu veux, que c'est pas été comme Discord, tu vois, où bon, Discord, là, ils ont décidé d'aller à l'IPO, mais il y a quand même bataille pour racheter Discord dans la vallée, tu vois, où globalement, tout le monde est là, genre, on veut, tu vois, enfin, il y a des boîtes comme ça, où quand elles sont plus ou moins sur le marché, tu vois, c'est public, tu vois, le fait que Slack était à vendre, c'était public, et ça a été la bataille pour essayer d'attraper Slack que Salesforce a chopé, quoi. Et je suis surpris que ce soit un fonds de private equity qui remporte la mise finale, parce que je pense que si tu veux, la value synergique de data de Stack Overflow aurait plus de valeur chez quelqu'un d'autre que Prosus, notamment Microsoft, que juste ça, quoi. Donc c'est pour ça que je suis surpris, quoi. Ouais, après, Stack Overflow fait pas que... Wow, nous, on connaît plutôt la partie forum, on dit Q&A, qui là, effectivement, tu as raison, a une valeur en termes de data qui est juste intéressante, et les potentiels avec du GitHub, etc., sont plutôt intéressants. Et ils ont d'autres parties du business. Je crois qu'ils ont toute une partie sur les offres d'emploi, etc. Est-ce que ça a vraiment de la valeur est-ce que, par exemple, Microsoft, parce qu'on les citait avant, mais n'importe lequel d'entre eux, on se dit, est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer dans ce business-là, et si on fait du spin-off, qu'est-ce que ça devient? Et dans ce cas-là, si tu as Microsoft qui fait, bon, bah, nous, on veut que la partie
Q&A forum et on veut pas la partie effectivement hiring, bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, c'est là où tu te dis que ceux qui ont fait le deal chez Stack Overflow avaient peut-être pas envie de casser le bébé, quoi. Après, moi, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que le business de Stack Overflow sur les private Stack Overflow, tu vois, sur les Stack Overflow d'entreprise, marchait hyper bien et que les clients étaient hyper heureux de ce truc-là. Et notamment que tu avais des boîtes de services, tu vois, avec des spécialisations technologiques, genre nous on fait du .NET, tu vois, qui avaient ce genre de Stack Overflow où du coup les différents employés en régie s'entraidaient, tu vois, sur les sujets clients dans le Stack Overflow interne de la boîte et que ça leur permettait de mieux vendre le TJM des gens en vendant une compétence de la boîte. Et en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ce produit-là était en plus mixé avec la base de données de Stack Overflow public. C'est-à-dire que quand tu posais une question, on te suggérait aussi des réponses dans le Stack Overflow public et qu'a priori, ce produit-là était bon. Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais qu'a priori, c'était un super produit. Ouais, c'est malin, ça, effectivement. Là, j'imagine des boîtes très grosses, tu vois, où tu fais de l'inner sourcing. Donc, tu as ton GitHub interne, ton GitLab interne, enfin, tu as tout ton inner sourcing. En fait, tu rajoutes ton Stack Overflow interne parce que, en fait, il y a quelques milliers de développeurs dans la boutique. En fait, ils se connaissent pas. Mais que si tu poses une question, tu as quelqu'un qui répond et que tu peux même avoir des modérateurs internes qui savent globalement à qui poser les questions. Et je trouvais ça assez pertinent dans un contexte, pas comme chez nous, on est 20, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais sur des boîtes beaucoup plus grosses, je trouvais que c'était assez pertinent. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, entre ça et aller sur le SharePoint interne et essayer de se parler, c'est voilà. Là, il y a une vraie valeur, quoi. C'est clair. La gestion de la connaissance dans une grande entreprise avec plusieurs milliers de devs, c'est quelque chose que je connais un peu, c'est effectivement très très compliqué parce que tu peux pas avoir accès à toutes les informations. Enfin, c'est au bout d'un moment t'as des limites et effectivement n'importe quel outil que tu vas utiliser va être compliqué à un moment ou à un autre. Et t'as les maintenances de tout ce qui est ce genre de forum qui sont relativement compliqués aussi à ce volume-là. Ah, tu mets un Confluence? Ouais, non. Enfin. Voilà. On va laisser Géal faire ses transitions parce qu'en fait à chaque fois genre, on reprend une couche dessus et je vois Géal déprimé dans le chat en disant on va éclater le timing. Bon, on est à 1h17, tranquille, c'est pas du tout le plus gros podcast qu'on ait fait jusque-là. Mais bon, du coup, lien suivant, c'est Julia Evans qui nous fait des petites BD sur différents sujets techniques et c'est des choses que je trouve super intéressantes. Elle fait vraiment un taf hyper intéressant d'accessibilité de la connaissance, de prendre des sujets qui sont compliqués ou des choses qu'on pourrait considérer des choses de base, genre comment est-ce qu'on utilise TCP/DOM? Bah effectivement, si tu l'utilises tous les jours, c'est une compétence de base. Si tu l'as jamais utilisé, c'est difficile d'accès. Et bah là, t'as une petite BD qui te dit voilà comment tu fais, voilà comment le linker fonctionne, voilà comment tu fais telle chose avec Linux. Enfin, il y a plein de choses et c'est vraiment très accessible. Et elle a une approche sur vraiment poser des questions, apprendre des choses de manière très très ouverte. C'est-à-dire, je sais pas, je vais poser des questions publiquement, je vais en parler, je vais inclure des gens, on va déconstruire vraiment, essayer de pourquoi ça c'est pas facile à comprendre. Vraiment, elle a eu un gros impact sur plein de monde. À leur montrer qu'en fait il y a des choses qui étaient accessibles. Mais juste si tu prenais tous les tutos existants, c'était complètement impénétrable. Ouais. C'est vrai que moi je l'ai découvert sur Twitter, alors ça doit faire peut-être quelques années maintenant, et c'est vrai que le format permet vraiment d'introduire super simplement des technos. Enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu dis, mais c'est vrai que ça c'est abordable cognitivement dans le sens où je vois juste comment juste à un moment donné, c'est parce que souvent TCP/DOM, des trucs comme ça, tu l'utilises de manière très utilitaire sur des occasions très spécifiques, et du coup là de dire je sais que si juste cette option là déjà c'est la plus utile, et dans un petit dessin, et c'est non, c'est ça.
c'est vraiment qualitatif. Enfin, moi, je suis abonné à sa newsletter et j'aime bien passer en revue ce qu'elle a fait. Et notamment, elle a fait certaines séries sur Unix, sur son site, c'est dispo sur son site, où du coup, ça repasse en revue certaines lignes de commande, ce qu'il y a dans /proc, comment certaines choses sont faites sur Linux, dans le kernel, etc. Et donc c'est vraiment, par exemple, c'est un bon moyen de commencer à mettre les mains dans Linux quand tu sais pas trop, quand tu veux faire de la CLI et que t'es pas, du shell et que t'es pas aguerri, bah c'est un bon moyen d'avoir un aperçu de ce que tu peux faire. Enfin, bon, moi je trouve ça cool. Vraiment cool. Ouais. Et n'ayez pas peur du low level, c'est simple. Allez apprendre des trucs, changez de langage, faites de la bidouille, commandez des petits microcontrôleurs et bricolez du code dessus. Aujourd'hui, les microcontrôleurs STM dans lesquels vous envoyez des machins, ça coûte $8. Enfin, jouer avec ces choses-là et en fait, ça peut paraître débile, mais coder un peu en STM32 vous fera coder mieux le reste de vos applications parce que vous comprendrez mieux la relation entre le low level et votre code. Après, c'est peut-être simple, mais c'est pas accessible. Et c'est là où tu reboucles sur ce que fait Julia, par exemple, mais clairement. qui met de l'accessibilité. Et dans le même genre, dans la communauté française, t'as Aurélie Vache qui le fait sur du Cube. Et qui produit beaucoup de contenu, même genre un peu comic strip, un peu de dessin, pour expliquer les pods, les services, etc. Et elle fait un super taf. C'est vrai. Ouais. Il y en a de plus en plus, mine de rien, des gens qui font de la vulgarisation un petit peu, qui tapent sur le côté dessin pour introduire des notions techniques, et c'est bien. Enfin, ça donne une manière, encore une autre voie pour se les approprier. C'est très très compliqué de vulgariser, de rendre les choses accessibles, et d'avoir ce côté. Ça demande beaucoup d'empathie quand tu écris même de la documentation. Dire bon, voilà, on a quelque chose de simple, d'accessible, que n'importe qui peut lire, même des personnes peu techniques. Et après, oui, on peut rentrer dans le dur et on peut rentrer dans les choses un peu plus qui font un peu plus mal aux cheveux. Et ça, c'est un autre niveau. Dit le mec qui a largué complètement l'hypothèse des cheveux, quoi. Oui, mais c'est parce que les docs n'étaient pas accessibles. Tu voyais les résultats. Alors moi, je suis à fond pour rendre les choses vulgaires, mais je vais pas vous faire de petits dessins. Ou alors, ça va pas simplifier la compréhension de quoi que ce soit. T'as déjà essayé ? Ah bah tu m'as jamais vu dessiner. T'as jamais fait une séance encore avec moi où je pars au tableau blanc pour faire un schéma et à la fin, tu sais, il y a des traits dans le tableau et personne n'imite rien. Non, il me semble que je t'ai vu faire des dessins sur une vidéo en interne et c'était des carrés, des gros carrés, des gros ronds. Mais ouais, c'était pas ouf encore. En général, c'est pas ouf. Ok. Lien suivant. À propos de Anom, une application de chat sécurisée, qui venait d'ailleurs préinstallée sur des téléphones spécifiques à destination des criminels. Et ce qui était intéressant sur cette application, c'est qu'en fait, c'était le FBI et 2-3 autres agences comme le pendant du FBI en Australie qui géraient ça. Ils en ont distribué, je crois, près de 11 000 téléphones. Et puis ils ont commencé à regarder tous les messages. Tout ce que les gens s'échangeaient à droite à gauche, toutes les infos, qui vend quoi à qui. Ils s'embêtaient même pas en fait à parler en mots codés ou choses comme ça. C'est juste directement s'envoyer des messages, des photos, parler de la pluie, du beau temps, de qui ils allaient trucider. Enfin, genre c'était tout était là. Et en fait ça a commencé. En fait, c'était après Phantom Secure qui était une boîte canadienne qui faisait ça aussi, qui faisait des téléphones sécurisés. Et en fait, le patron du truc a été arrêté en 2018. Du coup, ils ont supprimé, tous les téléphones pouvaient être désactivés à distance, donc ils ont supprimé tout ça. Et ils ont pris quelqu'un qu'ils avaient sous la main qui allait faire une application comme ça dans ce genre-là, qui allait purger une peine de je sais plus quoi. Ils lui ont dit en fait maintenant tu bosses pour nous, l'application tu l'as fait, tu le vends, tu le distribues, et puis nous on a l'accès à tous les messages partout, tout le temps.
Et donc là, ça commence. Enfin, il y a eu plusieurs comment dire, saisies de tonnes de drogue, de cocaïne et autres à droite à gauche. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a tellement d'informations là-dedans que il y a plein de gens qui se retrouvent mouillés, en fait. C'est-à-dire, ils ont attrapé des criminels, ils ont attrapé les gens qui se faisaient corrompre. Ça va super loin, en fait. Donc là, t'as des centaines de personnes qui se retrouvent attrapées comme ça. Et je pense que ça va avoir des implications encore pendant très très longtemps. Dans autre genre, il y avait aussi EncroChat. Alors juste du coup, euh, quand on me dit mais non, mais du coup c'est absolument impossible que quand on te dit que telle appli elle est sécurisée et que même la NSA elle y a pas accès, bon bah c'est sûr quoi. Enfin, je veux dire WhatsApp, on est sûr de la sécurité quoi. Tu vois. Bah, t'as le droit de te poser la question, quoi, du coup. Vraiment. C'est sûr tant que ça n'a pas été craqué. Là, en plus, enfin, c'était sur des téléphones qui étaient verrouillés. L'application en elle-même s'est pas trop baladée par rapport à un signal WhatsApp qui a été audité dans tous les sens, qui continue à être audité dans tous les sens d'ailleurs. Le truc était moins répandu et quelqu'un qui disait que, enfin, ils ont pas dans les réseaux criminels vraiment la culture de on va regarder dedans, on va machin. C'est un peu caricatural, mais globalement c'est plus si quelqu'un me l'a filé et que je vois qu'il y a un souci, je vais aller taper sur la personne qui me l'a vendu, plutôt que d'aller regarder le code, d'aller missionner des audits, des choses comme ça, de prendre les choses en main. Tu veux dire que les dealers de drogue manquent de PhD pour faire les audits mathématiques des applications qu'ils utilisent, c'est ça? Possible. Ouais. Non, mais ils peuvent prendre... Moi, je vois bien un cabinet d'audit se faire mandater par un cartel de drogue pour aller faire de l'audit de sécu. Ça va peut-être finir par se faire, hein, du coup. Je ne sais pas déjà. Donc, Ah, vous y êtes, vous nous faites la 9001, histoire d'avoir le contrôle du management de la qualité. C'était pas Sinaloa qui avait le cartel là, ils avaient kidnappé quelqu'un pour qu'il leur monte tout un réseau radio. Je pense qu'il y avait un truc comme ça. Bah oui, bah enfin Oui. ça. Ouais, Hein, des méthodes particulières, tout à fait. c'est... Et donc voilà, là ils sont tous en train de se faire choper. ça a eu l'avantage en plus que vu qu'ils se sentaient en sécurité, ils ont, enfin, il y a aucun mot-clé, enfin aucun code pour dire bon bah là on parle de je sais pas tel plan, qu'on parle de lui, mais on lui a donné un surnom, etc. C'était open bar quoi. Il s'exprimait de manière complètement claire et c'est assez dingue parce qu'en plus c'est dans ce qui est détaillé, c'est en temps réel. Donc ils pouvaient voir en temps réel ce qui se disait et genre à quel moment il fallait choper tel truc. Enfin, c'est quand même incroyable. En Europe, il y avait le réseau EncroChat dans le même genre, appli de chat sécurisé. Il y a eu un assemblage de différentes polices qui se sont dit bah voilà, ils ont réussi à infiltrer le réseau, ils commencent à regarder qui cause à qui et ils ont commencé à attraper les gens. Et ça, le réseau est tombé fin 2020. Et ouais. C'est bon. Ça, c'est du bon travail policier là. Hein. Affaire gérée chez OVH. Ah bah. Ils ont des serveurs, ils sont là, ils sont pas chers. Enfin voilà, en parlant de serveurs, parlons de processeurs. Une démo intéressante de AMD utilisant de la techno de chez TSMC. On n'a pas beaucoup de place en surface sur les CPU, donc si on les empilait. Idée de génie. Alors idée de génie qui a des soucis, c'est que bah si tu mets un truc qui chauffe par-dessus un truc qui chauffe, c'est déjà beaucoup. Bah tu risques d'avoir des soucis de température. C'est pour ça que là le test qu'ils ont fait, c'était de mettre de la mémoire cache par-dessus le CPU, parce que la mémoire cache est moins impactée par la température. Et du coup, ils arrivent à une bande passante de 2 terasecondes avec le cache L3, qui est alors avec de la latence, mais effectivement
quantité de données échangées qui est énorme. Parce que, en fait, il y a peu de chemin à faire entre le corps en dessous et le cache au-dessus. C'est intéressant de voir ce genre de technologie parce que. Mais puis surtout, tu peux faire un bus hyper large, quoi. Tu t'emmerdes moins sur la taille du bus. Et donc, du coup, dans la sérialisation de bus, quand t'as pas de bus, en fait, tu vas juste taper la mémoire cache au-dessus, quoi. C'est intéressant de voir des archives comme ça qui arrivent parce que on pensait se retrouver vite limité là par la loi de Moore et tout ça. Et en fait, on voit des choses qui bougent encore maintenant très fortement. On parlait l'autre fois des processeurs avec des transistors à 1 nanomètre qui vont arriver et qui eux seraient plus basés sur du silicone mais du bismuth. Enfin, franchement, on n'a pas fini de voir les processeurs évoluer. Hein. Il y a vraiment plein d'idées marrantes. Et du coup, en parlant de CPU, un papier qui sort de chez Google, qui était à la conférence SIGOPS, Cores that don't count. C'est en gros le concept que quand tu as un certain nombre de milliers de processeurs, il y en a forcément dans le tas qui vont avoir des défauts alors qu'ils ont passé les tests. Et en fait, des fois, ces défauts, c'est pas juste le processeur ne marche pas, c'est le processeur a un de ses cœurs, par exemple, qui a un comportement complètement erratique, qui compte pas pareil que les autres. Ça peut être plein de choses. Il y avait des choses sur de l'instruction de chiffrement AES qui pouvaient chiffrer et déchiffrer sur ce cœur-là, mais pas sur les autres, parce que c'était pas du tout le même algo. Enfin, des vrais soucis qui sont difficiles à détecter. Et il y a eu des cas des cas dans la vie réelle, des trucs où ils ont réussi à remonter ces problèmes-là. Enfin, ce que tu viens de dire là, c'est vraiment c'est pas juste un test qu'ils ont effectué, c'est un cas réel. C'est des cas réels et alors ce qui m'attriste, c'est que j'ai vu des gens mentionner un gros événement comme ça qu'il y a eu à Google il y a quelques années sur probablement du hardware qui marchait pas mais d'une manière bizarre et ils ont jamais vraiment voulu le dire publiquement sur Twitter, donc si quelqu'un a les infos là-dessus qui viennent me le dire, ça m'intéresse. Mais ouais, en fait t'as un processeur qui se met à fonctionner bizarrement, tu sais pas lequel, tu sais pas où il est exactement dans ton infra, enfin ça va être hyper dur à repérer. Ouais, quoi. C'est pour ça. Et là, la solution, tu vois, t'essaies d'isoler le matériel pour ça, et puis tu fais des tests. Tu le prends, tu le testes, mais enfin. Déjà, c'était vers 2010 quand ils avaient sorti leur papier sur comment ils montent leur data center. Ils disaient de toute façon, quand t'as un data center avec des dizaines de milliers de machines, t'en as toujours une qui pète. Mais genre une qui pète, c'est un disque qui marche plus, une qui se met à brûler, enfin des choses comme ça. Alors, il y a toujours un truc qui marche pas, donc ils s'étaient mis à utiliser des machines pas chères et de mauvaise qualité parce que ils savaient qu'ils allaient devoir en remplacer tout le temps. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qu'ils avaient déjà dans la culture de savoir que le hardware ça foire, mais là c'est des processeurs qui se mettent à ne pas marcher de manière subtile. Ouais. Du coup, c'est insidieux et pour aller trouver, c'est vrai qu'il doit y avoir une infinité de cas. J'ai pas du tout envie de mettre les mains dedans. Ouais, puis tu sais, ça peut être des choses. Des fois, ça peut être juste un serveur qui répond, qui des fois répond mal, fait une mauvaise requête et tu le verras sur le réseau. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est le machin qui fait ton backup? Un machin qui voit passer un fichier, qui l'upload, genre va savoir quelle machine est allée corrompre le contenu de ce fichier-là et de le mettre dans ton stockage. Ouais. Sachant que tu es censé tester tes backups et que du coup, il y a quand même des tas de gens qui font des backups qui testent pas. Oui, j'étais sur mute car j'ai sonnerie à la porte. Non, je vais redisparaître un instant. Mais bon, donc ouais, le papier est intéressant et c'est effectivement des questions à se poser sur son hardware. Ouais. Des questions qu'on n'aimerait pas avoir à se poser, mais ça peut tomber sur tout le monde. Voilà. Je crois que Guillaume avait quelque chose à dire là-dessus, mais je sais pas si... Non, si les heures sont intermittentes,
trouver le diagnostic en disant bah, ce coup-ci, c'est ce CPU-là exactement dans cette machine, tu vas plutôt t'amuser. Ouais. Ça, globalement, c'est l'aiguille d'un meule de foin. Et surtout à ce niveau, sur les data centers qui ont plutôt pas mal de machines. C'est clair. Où tu peux refaire la même procédure juste après et elle passe sans problème. Donc là, je me rappelle d'avoir des bugs déjà, des problèmes lors du grand passage au multicore quand je faisais C++. Et déjà, c'était tiens, tel soft qui marchait bien sur le processeur monocore x86 basique, et puis tu passes à du multicore et là tout d'un coup, il n'y a plus rien qui marche. Pourtant, tu codais toujours de la même façon, mais il n'y a plus rien qui marche. Et tu as des comportements bizarres et tu sais pas. Et c'était pas sur ta machine, mais c'est sur celle d'un client. Un laptop d'un commercial, il peut pas te le filer. Oups. Maintenant, t'imagines ça sur un DC énorme. Et puis ça pop dans un DC là, puis un à l'autre bout du monde. Ah bah, Seulement les mardis, je sais pas pourquoi. on a chacun ses problèmes d'échelle. Hein. Tout à fait. Ouais. Et du coup, dernier lien sur les câbles sous-marins. Tout à Bien, fait. Gaël, encore. Bon, cette fois, c'est pas un lien à lire. En fait, je sais pas si peut-être certains d'entre vous connaissent Monsieur Bidouille. Je trouve qu'il fait c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur des sujets techniques, même relativement techniques. Enfin, techniques, on va dire, même si c'est de la vulgarisation, ça aborde des sujets où c'est pas toujours simple de tout comprendre. Que ce soit du making, de l'électricité. Enfin, il y a plein de sujets divers. Je sais qu'il a été voir par exemple mince, c'est forcément quand j'ai besoin de m'en souvenir que je m'en souviens pas. RTE, il a été dans les locaux d'RTE. Enfin, moi, je trouve que c'est des sujets intéressants, par exemple, de se rendre compte comment est faite l'infrastructure électrique française, comment est-ce que c'est géré, la fréquence sur le réseau, etc. Et donc, une de ces vidéos en particulier, là, ça concerne les premiers câbles sous-marins qui ont été posés, ou les premières tentatives de pose de câbles sous-marins transatlantiques. Et donc, moi, je trouve ça vachement intéressant, même si finalement, c'est bon. Aujourd'hui, maintenant, on sait faire et on se pose plus vraiment la question de comment ça a commencé. Et je trouve ça vachement intéressant, la créativité dont ils ont fait preuve pour le faire, et puis et le fait qu'ils aient persévéré aussi, parce qu'au départ, ça a genre pas du tout bien fonctionné. Enfin, ça s'est pas du tout bien passé. Donc, et puis mine de rien, ça fait quelques temps qu'ils ont posé les premiers câbles sous-marins. Donc voilà, je trouvais que c'était une vidéo un peu exotique et en même temps intéressante. Donc c'est cool. Je crois qu'on a Orange par exemple, enfin dans notre temps qui pose des câbles, enfin qui est capable de poser des câbles. Mais je sais pas, il le fait toujours. Ils le font toujours. Et j'ai écouté plusieurs interviews. Je crois que c'est l'un des VP de chez Orange qui s'occupe justement de cette partie-là, de la partie réseau, qui explique très bien effectivement comment ça marche, et il montre comment ça fonctionne aujourd'hui avec les bateaux qu'ils doivent déployer, comment ils construisent des câbles à la volée, etc. Mais juste sur la partie, sur les premiers câbles, alors de mémoire, c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'au milieu de l'Atlantique, tu avais une espèce de petite montagne. Ce qui fait que lorsqu'ils ont calculé la distance de câble à faire, et ben en fait, tu avais une petite montagne en plein milieu, et donc ils se retrouvaient un peu à court à l'autre bout. Alors, ça fait longtemps que je l'ai regardé, donc je me souviens pas de ces détails-là. Mais ouais, bah, des petites anecdotes comme ça. Et ça reste très technique et très compliqué de poser du câble sous-marin. Enfin, c'est pas un problème si soldé que ça. Et c'est régulièrement un énorme problème parce qu'un bateau laisse traîner une ancre, parce que machin. Et c'est extrêmement coûteux. Enfin, c'est coûteux, cette opération câble, et c'est un sujet sur lequel il y a en fait plein de R&D qui est fait parce qu'en fait, le réseau est assez fragile, quoi. Mais c'est un peu comme le câble chez vous. Vous savez, un jour, vous avez dit, genre, je vais mettre un câble propre. Puis en fait, depuis 5 ans, vous avez un câble Ethernet dégueulasse dans toute la cage d'escalier, un peu pourri. Puis en fait, un jour, vous avez pété le petit picot en plastique du câble Ethernet. Et donc, du coup, faut pas lui parler trop fort au câble Ethernet, sinon ça se débranche et vous avez plus Internet. Voilà, en vrai, les câbles sous-marins, en vrai, c'est un peu la même, quoi. Ouais, Sauf que pire que ça, tes câbles Ethernet, ça a une durée de vie limitée en fait. Donc il y en a qui commencent à t'insérer des erreurs dans ton réseau à partir d'un certain âge, notamment s'ils ont été pliés un petit peu dans tous les sens, etc. Ouais.
Je crois qu'il y avait eu une histoire sur les câbles sous-marins avec les câbles sous-marins avec les sous-marins. Il me semble qu'il y avait eu quelque chose dans le genre une collision. Ah, c'est possible. Il y avait eu un truc avec les requins aussi, parce qu'apparemment ils aiment bien se faire les dents dessus. comme les chats. Eh oui, ça. Je sais plus s'il y De avait eu là à un dire vrai qu'il y a un incident lien avec là-dessus. Wireshark, je ne sais pas. Oh, Pardon, c'est la fin du podcast. c'est la fin. Ça. Voilà. Et l'autre truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux qui savent poser des câbles. Il faut faire. Globalement, c'est des bateaux faits pour ça. Tu fais Ils les des bateaux construisent à la pour ce genre volée. de quoi. C'est ça, le gros truc, c'est pas des câbles qui sont tout faits, qui sont embobinés, et après il faut juste les pousser à l'eau. C'est vraiment, ils construisent les mètres de câbles ou les sections de câbles à la volée dans le bateau, c'est des vraies usines. Bah, puis dans cette vidéo-là, justement, ils expliquent comment au départ ils ont mis au point le système qui va gérer la tension du câble au fur et à mesure qu'il est posé, parce qu'à un moment donné, tu te retrouves avec une tonne qui tire sur le câble, et enfin, il fallait gérer ça pour éviter que ça casse tout le temps. Donc ouais. Ils ont les mêmes genres de soucis pour les pipelines. J'avais fait un projet avec des gens là-dessus, et tu te rends compte que c'est une complexité de juste les poser bien comme il faut. Et sachant que les pipelines, finalement, t'as un gros tuyau de métal que tu soudes, en très gros. Là, t'as quand même des composants dedans qui sont un peu plus complexes. Ouais. Quand tu fais ça au fond de l'océan, c'est tout de suite plus compliqué de souder. Ouais. Puis il faut le récupérer si ça casse. Mais bon. Compliqué. Enfin voilà. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Et du coup, on arrive à choix musical de Guillaume. Donc, une œuvre maîtresse des années 80. Est-ce que tu nous en parlais un petit peu? Ouais, c'est la définition des années 80 dans leur splendeur. Cette chanson c'est globalement ce qu'est le nanar au cinéma. C'est cette chanson-là. Pendant longtemps, je me suis demandé s'il y avait un sous-texte que je comprenais pas. Et a priori, il y en a pas. Ça ne veut rien dire et c'est juste génial. Absolument. Avec un clip. Le clip est se vient dessus. Hein. Ah ouais, le clip est merveilleux. Avec une petite coupe mulet blonde et une belle moustache et tout ce qui va bien des années 80, non, c'est juste génial. Voilà. Donc, une écoute à conseiller. Et sur ce, ben, je pense que nous avons fini. Et il est temps de vous dire à bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Il faut faire au revoir. Ciao.